Vivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur Damoua, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Nous l'annonçons ce matin, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a animé ce matin au palais de congrès de Niamey une conférence de presse sur le processus électoral en cours dans notre pays. Il était aussi question du chronogramme des élections à venir lors de cette conférence. Ralia Sami et Kantama Ibrahim pour d'autres détails. À travers cette conférence de presse, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, entend faire une mise à niveau des informations sur le processus électoral d'une manière générale et principalement échanger sur le chronogramme et les modalités de sa mise en œuvre. C'est ainsi que le président de la CENI est revenu sur le chronogramme arrêté. Les élections locales, 13 décembre 2020. Les élections présidentielles premier tour couplées aux élections législatives, 27 décembre 2020. Élection présidentielle deuxième tour, 21 février 2021. Cette proposition, la CENI l'a prise après l'analyse de plusieurs simulations techniques ayant permis d'établir et d'éluder certaines difficultés inhérentes à la réalité des processus électoraux. Les options ainsi faites ont été entérinées par la dernière plénière de l'institution du mardi 21 juillet 2020. Relativement aux élections locales, il est important de relever quelques dispositions du code électoral pour se rendre compte de l'immensité de la tâche à accomplir. Présents pour la circonstance, les hommes des médias ont aussi eu droit à poser des questions auxquelles le président de la CENI a tenu à apporter des réponses précises. Si la dissolution de la CENI intervenait à la suite de réclamations de l'opposition, sans faire recours aux réclamations de l'opposition, nous sommes à 5 mois de la tenue des premières élections. L'organe en charge de l'organisation des élections, s'il est dissous à 5 mois près, la première conséquence de mon point de vue serait quel temps prendrions-nous pour trouver le prochain organe dans les conditions actuelles? Puisqu'apparemment il y a beaucoup de désaccords sur la constitution de la CENI, combien de temps prendrions-nous pour réorganiser la CENI de manière consensuelle à nouveau? Deuxièmement, quelles seraient les performances des nouveaux organes pouvant leur permettre d'avancer dans un dossier, d'avancer dans ce dossier, de le conduire à bon port dans les temps si courts qui restent, qui nous séparent des premières échéances et des échéances capitales. Nous devons retenir que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons retenir que ce sont des élections constitutionnelles qu'il faut tenir et que si ces élections ne sont pas tenues, toute sorte d'inconnus peuvent entrer dans la cour de l'organisation du processus électoral. C'est pour cela que j'invite les uns et les autres à faire attention des mesures dont les conséquences pourraient dépasser l'esprit ou l'attente de celles et ceux qui les demandent. La CENI continue de travailler. Si elle est dissoute, si cela intervenait, elle s'inclinerait naturellement, mais elle a le devoir de dire ce que pourrait être, comme vous l'avez si bien dit, les risques encourus.
Voilà ce que je peux dire sur ce point. La machine est donc désormais mise en marche dans le cadre de ce processus. La CENI et les acteurs politiques sont ainsi appelés à préparer ces compétitions conformément aux lois et règlements qui les encadrent pour la bonne réussite de ce processus d'une première alternance démocratique dans notre pays. L'ONG Aide et Formation pour l'insertion sociale AFIS Niger a désormais un siège au Niger. C'est le ministre de la Jeunesse, Kassoum Mokhtar, qui a officiellement inauguré le siège de la dite ONG ce matin devant plusieurs invités de marque, bien sûr parmi lesquels le reporter Ali Assami et Moumouni Abdourahman. Cette cérémonie consacre l'inauguration officielle du siège Niger de l'ONG Aide et Formation pour l'insertion sociale AFIS Niger. Une jeune ONG qui œuvre dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes, de l'éducation, surtout en matière de scolarisation de la jeune fille et bien d'autres domaines. Le ministre de la Jeunesse, invité pour la circonstance, s'est exprimé en ces termes. Notre pays a besoin de ce genre d'initiative, notamment elle touche un aspect extrêmement important, une véritable préoccupation, notamment la question d'exode rural. La question d'exode rural, c'est une question qui touche beaucoup plus la jeunesse. C'est surtout une question qui vide notamment nos centres ruraux. C'est aussi une préoccupation qui transfère des problèmes vers les centres urbains sans pour autant que au niveau des centres urbains qu'il y ait de véritables politiques de prise en charge de ces problèmes, donc de façon générale. Je vais souhaiter bon vent à cette ONG, mais aussi vous rassurer dans vos activités. Vous pouvez effectivement compter sur le gouvernement de la République du Niger, compter sur le ministère en charge des ONG et compter également sur tous les partenaires et les bonnes volontés. La présidente de l'ONG AFIS Niger, empêchée, n'a pas manqué de manifester sa joie à l'occasion de cette inauguration. La situation sanitaire actuelle n'ayant pas permis mon déplacement sur Niamey, j'éprouve un réel plaisir et une grande fierté d'apparaître aujourd'hui devant vous pour l'inauguration du siège de l'ONG AFIS Niger. Cela grâce aux avancées technologiques considérables et au dévouement de personnes formidables. Je suis fière de vous annoncer aujourd'hui que malgré les difficultés, le manque d'accompagnement, le manque de subventions, l'ONG AFIS Niger a accompli plusieurs actions d'utilité publique. Le parrain et la trésorière aussi se réjouissent également qu'enfin l'ONG ait un siège local au Niger. J'étais très honoré, nous vous encourageons. Les thèmes qui ont été développés sont d'actualité, il faut les poursuivre, c'est bon pour vous. Ceci dit, ce que vous avez commencé à Saï et à Bankoufou, bon, ben, il faut trouver à élargir votre rayon d'action dans d'autres localités. Alors, vivement, tous mes encouragements, que ton ONG fasse parler d'elle pendant longtemps et beaucoup. Aujourd'hui, on a inauguré notre siège. Ça fait un bout de temps qu'on a cherché ce siège. Et maintenant, on a pu l'avoir et on l'a inauguré. Maintenant, on est là à la recherche des subventions. Et puis j'espère que les membres et puis les bonnes volontés vont s'unir pour que l'ONG AFIS Niger puisse atteindre ses objectifs. Bon, c'est aujourd'hui en tout cas le lancement officiel, mais pour les activités, on a eu à faire certaines activités bien avant l'ouverture de ce siège, même concernant l'expansion du Covid-19, on a eu à avoir des dons à faire pour l'hôpital de Saïb et puis le CSI de Bonkoukou. Puis le jour de la fête aussi, on a eu à
faire un repas de fête pour les enfants talibés. Donc c'était ça nos activités et nous comptons faire plus d'activités encore. Le tout nouveau siège de l'ONG AFIS Niger a été à la fin de la cérémonie visité de fond en comble par les invités. Cette étape constitue ainsi un cap franchi pour la poursuite des activités de l'ONG qui ont déjà débuté bien avant l'inauguration de ce siège. Bon vent donc à AFIS Niger. La fête de Tabaski rime avec l'utilisation abusive du bois de chauffe. Pourtant, cette pratique n'est pas sans conséquence sur l'environnement. C'est pourquoi il est fortement conseillé d'utiliser un autre charbon, c'est-à-dire le charbon minéral, à l'occasion de la fête. Quelle en est l'avantage? Réponse avec Ralia Sabi. Le Niger est un pays sahélien qui n'est pas épargné par les aléas climatiques. Pour donc sauvegarder l'environnement, il est important que pendant certains temps de grande consommation du bois de chauffe, comme à l'occasion de la fête de la Tabaski, que les populations remplacent ce bois par du charbon minéral. Ce dernier est une source d'énergie fiable et économique. Le charbon minéral peut remplacer utilement le bois, étant donné que avec un seul sac de 40 kg, vous pouvez cuire 4 moutons, ce que le bois n'arrive pas à faire. Et vous savez bien que le sac de charbon étant subventionné, il fait 2500. Donc avec un sac de 2500, vous pouvez cuire 4 moutons. Voilà l'utilité de ce charbon minéral. Il y a eu des séances de vulgarisation. En tout cas, il y a actuellement même des animatrices que vous pouvez inviter pour vous apprendre comment allumer le charbon. En réalité, c'est très très facile. C'est que le charbon minéral n'est pas le charbon de bois. Vous ne pouvez pas l'allumer avec du pétrole ou du gasoil ou de l'essence, non. Il ne s'imbibe pas comme le bois. Donc vous avez besoin d'un catalyseur, ça peut être des éclats de bois, surtout des éclats de bois. Donc une fois que le feu est allumé, vous versez le charbon minéral là-dessus. À ce moment-là, il peut prendre. Les Nigériens commencent d'ailleurs ces dernières années à s'en approprier. C'est à travers les amis que j'ai appris que c'est bénéfique et c'est plus facile. Et c'est mon collier. Oh, c'est le bien dans la famille, madame. C'est de la famille. En fait, nous, la population, c'est un appel client. Au moins, ils n'ont qu'à venir acheter, c'est avantageux aussi pour l'économique et que pour l'environnement aussi. Ça permet de préserver l'environnement. C'est économique aussi. Pour stopper l'exploitation abusive des ressources forestières, les populations doivent être sensibilisées sur la substitution du charbon minéral au bois de chauffe. Le charbon minéral est d'ailleurs plus accessible et plus facile à utiliser. C'est une source d'énergie locale, propre, fiable et surtout économique. On ne cessera jamais de le dire, malgré les efforts, n'est-ce pas, pour y mettre fin. Le phénomène de la mendicité est un phénomène très récurrent dans notre pays. Quelles en sont les causes et les risques? Suivez ce reportage. Si par le passé, la mendicité était l'apanage des personnes victimes d'handicap physique ou mental et quelques enfants envoyés par leurs parents pour fréquenter les écoles coraniques, aujourd'hui, la situation est tout autre. La mendicité prend de plus en plus de l'ampleur, notamment chez les jeunes filles dans les villes comme Niamey, où le phénomène est complexe et préoccupant. Presque tous les coins et recoins de la ville de Niamey sont assaillis par ces dernières, d'où leur exposition à tous les dangers. Je crois comprendre que ces jeunes filles-là sont quand même des enfants. L'enfant, c'est donc par définition tout être humain dans l'âge y compris entre 0 et moins de 18 ans. Et cette appellation-là n'est pas une appellation fortuite, c'est lié effectivement au statut, le fait que en termes de maturité, ces personnes-là n'ont pas encore atteint toutes les capacités de leur développement sur tous les plans, mais également c'est du fait que ce sont des êtres qui sont quand même fragiles et qui ont besoin en tout cas de protection spéciale. Alors maintenant, que ce soit des jeunes filles qui se retrouvent à tendre la main à des inconnus, vous conviendrez avec moi qu'il y a quand même des risques.
Il y a aussi le risque que nous sommes quand même dans des gros centres urbains. Au niveau de la circulation, il y a les risques d'accident. Mais il y a aussi de nos jours ce risque aussi d'enlèvement, comme nous avons eu de par le passé à connaître des cas. Mais le plus grave, comme je l'ai dit, c'est que c'est quand même une pratique qui a des effets négatifs sur leur droit à l'éducation, sur leur droit à la santé, sur leur droit à la protection, sur leur droit, en tout cas, d'être une personne responsable de demain. Face à ce phénomène préoccupant de mendicité chez les jeunes filles, des mesures de protection ont été prises en vue de les empêcher de sombrer dans la délinquance, voire même de fois à la prostitution. Une fille qui se met à tendre la main, parce que souvent il y a quand même des adolescentes qui ont à peu près 12, 13, 14 ans, il y a le risque qu'elle s'expose aux hommes, j'allais dire aux dépravateurs. Donc c'est dire quand même qu'il y a le risque qu'elle s'expose à la prostitution. Il y a véritablement une dépravation des mœurs, mais à côté de ça, il y a aussi la pauvreté, la vulnérabilité des ménages. Vous avez connu le phénomène dans le bon, à quelques enclaves d'ici. Donc c'est dire qu'il y a véritablement un danger, mais la loi est claire. Nul ne doit entraîner une mineure à se prostituer à son profit, et là on tombe sur la traite des personnes. Alors, au-delà de ça, je pense que ce sont des valeurs que nous sommes en train de perdre. Et il faudrait qu'à ce niveau aussi, la loi puisse en tout cas être appliquée dans toute sa mesure. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que parce qu'une famille est vulnérable, sa fille doit être contrainte à se prostituer. Cependant, la mendicité ne s'explique pas seulement dans toute son expression par la pauvreté, des facteurs socio-culturels et une mentalité d'assistanat contribuent aussi à alimenter ce phénomène très déplorable. Que c'est un véritable fléau pour lequel je salue en tout cas l'initiative de Tambara qui s'intéresse à ces questions de femmes-là. C'est un déni de droit. Ces filles-là doivent être à l'école. Nous les avons identifiés. Nous avons fait en tout cas la recherche familiale. Nous sommes allés avec le chef de groupement Peul de Koni. Nous avons été un peu partout dans la localité de Yeya, dans des villages comme Kenkelechi, où une bonne partie de ces filles-là sont originaires. Et j'avoue, ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas une question de pauvreté. Nous avons retrouvé une femme qui avait sa fille dans la salle où nous étions partis pour tenir la réunion. Cette bonne dame-là a plus d'une centaine de vaches. Il y a un mythe où ils disent l'argent de la mendicité est béni. Si l'islam recommande aux fidèles la solidarité entre frères, il exhorte encore plus à chacun un effort personnel pour subvenir à ses besoins. Mais il est triste de constater que certains individus utilisent la religion comme prétexte à leur fainéantise et profitent ainsi pénalement pour vivre sur le dos des autres. Nous en venons à présent à notre revue de presse hebdomadaire, comme chaque semaine, comme vous le savez. Ralia parcourt pour nous, n'est-ce pas, le titre des journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Politique entre l'Alliance pour la République APR et le Mouvement pour la Renaissance du Niger MRN, pas de divergence sur le processus électoral. S'exclame en gros le journal Le Temps dans sa parution. Le journal nous rapporte que c'est raté pour les politicards qui espéraient un éclatement entre l'APR que dirige Elhadji Seyni Oumarou et la MRN. En effet, comme on a coutume de le dire en Afrique, il arrive parfois que la dame morde la langue sans que cela n'entame leur coexistence. C'est le cas selon le journal entre l'APR et la MRN qui ont dissipé tous les malentendus à travers une rencontre de haut niveau des leaders sur l'appréciation de la conduite du processus électoral. Le journal estime qu'au regard de la sérénité qui a toujours prévalu entre ces deux blocs de la mouvance, ce ne sont pas quelques inquiétudes légitimes soulevées par Elhadji Seyni Oumarou, candidat investi par le MNSD Nassara sur la conduite du processus électoral et le calendrier électoral
qui mettront en cause cette solide alliance qui a fait ses preuves dans la conduite des affaires de l'État. Au journal de continuer que l'APR a toujours mis au devant l'intérêt supérieur du pays, tout comme la mouvance pour la renaissance du Niger, qui convient qu'il est du ressort exclusif de la Commission électorale nationale indépendante de fixer le chronogramme des élections. En politique toujours, Modèle Faloumana, un élan nouveau autour de Hama Amadou, candidat du parti, nous apprend à Saïn, le nouveau républicain. Depuis quelques jours, le modèle Faloumana, malgré les menaces de disqualification qu'un procès unique fait peser sur son leader, est plus que jamais déterminé à rentrer dans le jeu, mobilise ses troupes, exalte les vieilles passions guerrières des troupes. Nous apprend le journal pour qui c'est le bastion imprégnable du parti, la coordination régionale de Niamey, sous la houlette de son président, l'honorable Soumana Sanda, l'un des fidèles du président Hama Amadou, qui ouvre le bal avec la décision de prendre en charge la totalité de la caution du candidat aux prochaines élections et pour la remobilisation des troupes à l'occasion d'une tournée régionale initiée par la coordination où l'on peut voir toute la ferveur, toute l'ardeur combattante des militantes et des militants qui ne semblent avoir rien perdu de leur détermination et de leur hargne guerrière. Quant au journal Le Hérisson, il rapporte dans sa parution le MNSD Nassara Maradi. Si le bureau de Barka Tambari Maigoshi remporte la bataille judiciaire le 23 juillet 2020, nous appelons le journal. La cour d'appel de Zender est censée se prononcer dans le fond de l'affaire qui oppose le bureau de la coordination départementale MNSD Nassara de Dakoro, dirigé par Barka Tambari Maigoshi, et Alhaji Sani Bala en sa qualité de président de la section de Maradi. Ira-t-on jusqu'à la cassation de ce feuilleton judiciaire ou bien les deux protagonistes accepteront-ils de se plier à la décision de justice qui sortira le jeudi prochain, 23 juillet 2020, s'interroge le journal. En attendant la réponse à cette question, dissertons un peu écrit le journal sur l'option suivante. Et si le bureau Barka Tambari Maigoshi remporte la bataille judiciaire à la cour d'appel de Zender? La question mérite d'être posée au regard du comportement observé par le président de la section de Maradi, Elhaj Sani Bala, suite aux décisions judiciaires rendues dans cette même affaire. Par deux fois en référé, en première instance et en appel, la justice avait demandé à Elhaj Sani Bala de s'abstenir de toute émission dans le fonctionnement de la coordination départementale MSD Nassara de Dakoro. Ce dernier a vraisemblablement refusé d'obtempérer. Non seulement il a donné mandat à des représentants du bureau de la section de Maradi de participer à la conférence de mise en place d'une structure parallèle à Dakoro le 2 février 2020, mais plus grave, nous apprend le journal, selon Barka Tambari Maigoshi et les siens, il aurait remis la dotation du sucre du parti au camp adverse, à savoir celui d'Abdul Kadri Tijani. Le feuilleton judiciaire court toujours. Ajoute de son côté le journal Le Courrier. Le contentieux judiciaire qui oppose les deux ailes de la section MNSD de la région de Maradi doit être jugé au fond en principe ce jeudi 23 juillet 2020. Dans cette affaire, chacune des deux ailes revendique la légitimité du parti dans la région de Maradi. Un contentieux né, selon le journal, de l'éviction de Tijani Abdul Kadri de son poste de secrétaire général du bureau politique national du MNSD. Et c'est ce jeudi donc que le contentieux va être jugé au tribunal de grande instance de Maradi. C'est dire que les deux camps, c'est-à-dire le camp de Moussa Douchi et celui du Tijani, se trouvent dans une situation d'expectative. Mais le camp de Moussa Douchi se dit confiant selon le journal, car soutenu par une écrasante majorité de militants de la section de Maradi. En tout état de cause, le journal écrit qu'en principe, c'est au camp qui sortira vainqueur à l'issue du jugement qui doit faire le choix des candidats du parti au niveau de la région de Maradi pour les élections législatives du 27 décembre 2020. En politique toujours, le Hérisson rapporte plus loin dans ses colonnes le PNDS et ses adversaires. Terrain contre déclaration. Deux façons de faire la politique. C'est à cette affiche que nous invite la classe politique nigérienne en cette veille des élections au Niger. Avec d'un côté le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, Mohamed Bazoum, et de l'autre côté l'opposition politique nigérienne. Pour le patron du PNDS Tareya, l'heure est à la proximité avec les militants. C'est que le secrétaire général du comité exécutif national du parti
parti, Hassoumi Massaoudou, a martelé dans une interview en ces termes: le terrain, le terrain, le terrain. Alors, pour marcher sur les traces d'Issoufou Mamadou, marcher sur les pistes à la découverte du Niger profond et de ses réalités, Bazoum Mohamed a quitté sa prestigieuse fonction de ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, faisant toutes les supputations du genre juge et parti, nous écrit le journal. En démocratie, on gagne par les suffrages populaires et non en lançant du gaz lacrymogène sur ses opposants. Le journal poursuit: pendant que Bazoum Mohamed sillonne ville, village et hameau, à Niamey, les adversaires au régime de la Renaissance, ou disons les fronts coalisés de l'opposition, multiplient déclarations et communiqués. Dans son dernier document en date du 17 juillet 2020, signé Amadou Djibo Ali dit Max, l'opposition de réitérer ses exigences au nombre de 4. La tenue des élections locales avant les élections présidentielles, l'enrôlement et le vote des Nigériens à l'extérieur, la dissolution de la CENI, la démission des membres de la Cour constitutionnelle pour violation de leur serment. C'est sa façon à elle de faire la politique, écrit le confrère, pour qui, seulement cette façon commence à dérouter plus d'un de ses partisans, comme celui-là qui a eu la réaction suivante: il faut que nos leaders se disent que nous ne pouvons obtenir les changements à travers des simples déclarations. Il faut aller à la rencontre de la population pour les convaincre sur les insuffisances et travers de la gouvernance actuelle afin de les amener à adhérer au mouvement porteur d'un Niger nouveau que nous incarnons. Et en ce qui concerne le chronogramme des élections, le journal Le Républicain nous rapporte que le consensus a enfin prévalu. Divisé sur les dates proposées par la Commission électorale nationale indépendante CENI en vue de la tenue des différents scrutins prévus en 2020 et 2021 au Niger, les acteurs du processus électoral en cours seraient parvenus à un compromis. Selon les informations du journal, la plénière de la CENI, tenue le 21 juillet 2020, a entériné le réajustement de son programme des élections. Il ressort de cette révision du calendrier que les élections locales, régionales et communales se tiendront le 13 décembre 2020 et non le 17 janvier 2021 comme initialement prévu. Selon le confrère, si cette information se confirme, il n'y a donc plus de divergence entre la classe politique et la CENI sur le calendrier des élections. En effet, selon le confrère, l'opposition politique et les partis non affiliés réclamaient auprès de la commission électorale le changement de son chronogramme afin que les élections locales puissent être organisées avant les élections présidentielles premier tour, couplées aux législatives prévues pour se tenir le 27 décembre 2020. Nous restons fermes sur l'organisation des élections locales avant toutes les autres élections car c'est techniquement faisable, affirmé selon le journal le groupe des partis politiques non affiliés dans une déclaration rendue publique le 8 juillet dernier. Aujourd'hui, le journal rapporte que ce compromis semble être trouvé sans trop de casse, contrairement à ce que certains ennemis de la démocratie nigérienne le souhaitaient de tous leurs vœux. Il revient donc à la classe politique nigérienne dans son ensemble de faire preuve de responsabilité pour aborder ces élections dans la paix et la quiétude sociale. Il y va de l'intérêt de tous les Nigériens, conclut le confrère. À propos toujours de ces élections générales 2020-2021, qu'est-ce qui fait tant courir Bazoum Mohamed? S'interroge de son côté l'actualité. L'actualité qui rapporte qu'alors que tous les candidats sont sereins, attendant le moment que la loi déterminera pour battre campagne, le candidat d'Issoufou Mamadou, candidat du pouvoir en plus, Bazoum Mohamed, lui, comme bousculé par quelques appréhensions, n'arrête pas de courir dans le pays comme pour avoir une certaine longueur d'avance sur ses adversaires qui ne sont pas préoccupés outre mesure de son agitation, si ce n'est pas le fait qu'elle fait entorse à la loi qui interdit une propagande de l'ampleur qu'il mène avant l'heure, mais déguisée sous le fallacieux prétexte d'un prétendu contact avec les militants. Mais selon le journal, peut-être faut-il le lui concéder car pouvait-il confier déjà lorsqu'on lui reprochait sa pré-campagne en substance, disait-il maladroitement selon le journal, je devais aller à la rencontre de mes militants car beaucoup d'entre eux ne me connaissent pas.
Drôle de président de parti, estime le confrère. En fait, c'est depuis des mois à la suite de sa désignation comme candidat du parti qu'il avait commencé cette propagande, nous apprend le journal, et rien ne peut l'arrêter. Pas même l'indignation des Nigériens qui le voyaient utiliser les moyens de l'État à cette fin politique, sauf qu'on ne savait pas que lui ne sait pas qu'on ne bat pas campagne avec les moyens de l'État. Cette campagne à l'époque se faisait pourtant dans les malaises qui traversent le parti, et il pouvait voir avec d'autres Nigériens que beaucoup de militants de son parti ne brillaient pas trop pour son affaire, et il pouvait voir en plus, selon le confrère, le manque d'enthousiasme pour une candidature de la division que des colmatages de dernière minute ne sauraient mettre à l'abri et des déchirements inévitables. Le canard déchaîné, lui, nous rapporte dans sa parution Malgouvernance, un ancien premier ministre nigérien, objet d'une notice d'Interpol pour escroquerie. Selon les informations qui sont parvenues au journal, un ancien ministre nigérien serait activement recherché par Interpol pour une plainte d'escroquerie déposée en République de Guinée, Guinée-Conakry. Une notice en bonne et due forme qui a été transmise à toutes les polices africaines, dont celle du Niger et européenne, pour l'appréhender afin qu'il puisse répondre aux accusations portées contre sa personne suite à une plainte déposée en Guinée. Une affaire scabreuse selon le journal qui date de 2019 et dont nos confrères journalistes d'investigation de Guinée nous ont fait récemment cas. Va-t-il se mettre à la disposition de la justice guinéenne pour sauver sa réputation, se demande le confrère, pour qui le plus étonnant est le refus de cet homme politique qui se complaint dans le déni, alors même que les services compétents ont informé de la teneur de la plainte déposée par le tribunal de grande instance de Kaloum et de la notice d'Interpol qui est souvent utilisée pour les criminels internationaux. Pourquoi cet homme politique n'essaie-t-il pas de se mettre en rapport avec la justice guinéenne afin de faire face aux graves charges qui pèsent contre lui, ce qui pourra lui permettre de se disculper? N'essaie-t-il pas que pour un homme politique qui aspire à demander le suffrage des électeurs, la réputation est la chose la plus curieuse à sauvegarder, s'interroge le journal. Il reste aujourd'hui que cette affaire risque de porter préjudice au Niger et à la crédibilité d'une partie de sa classe politique si la culpabilité de notre compatriote est prouvée. Pour finir, intéressons-nous à la situation au Mali. Résultat mitigé de la médiation de la CEDEAO. Les chefs d'État en exercice s'impliquent, rapporte le journal La Hache dans sa parution. L'échec de la médiation de la crise malienne, de la délégation de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui avait à sa tête l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan, a poussé les chefs d'État de la CEDEAO à revoir leur copie, car une composante de la fronde contre Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir le M5 RFP, a refusé toute concession et revendique la démission pure et simple du président malien, écrit le journal. C'est ainsi que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sera à la tête d'une délégation des chefs d'État en exercice qui se rendra le jeudi 23 juillet 2020 à Bamako, Mali, pour essayer de trouver une issue à la crise socio-politique qui secoue ce pays depuis des mois. Une note verbale de la représentation permanente de la commission de la CEDEAO en République du Mali informe le ministère des Affaires étrangères de ce pays qu'une délégation de très haut niveau composée des chefs d'État de la sous-région se rendra au Mali en vue de contribuer à apaiser le climat socio-politique au Mali. La délégation est composée, outre le président nigérien, de celui de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, du Nigérian Muhammadu Buhari, du Sénégalais Macky Sall et du Ghanéen Nana Akufo-Addo. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.